Pendant le premier confinement lié au Covid-19, en Chine, comme dans de très nombreux pays, il a fallu basculer de l'école physique à l'école à la maison. Pour ce faire, les autorités se sont notamment appuyées sur une application d'entreprise nommée DingTalk, appartenant à Alibaba. Alors vous commencez à le savoir, dès que l'on parle de Chine, je cite des chiffres massus. Dans ce cas, un total de 120 millions d'élèves dans 140 000 établissements scolaires à travers tout le pays ont repris les cours via cette application de communication. Mais il y a beaucoup plus drôle pour une ouverture d'épisode palpitante. A priori, la nature humaine est la même entre les Chinois et les Français, tout du moins pour les élèves et leur capacité d'inventivité pour esquiver le travail. En effet, très vite, une rumeur a couru. Une application qui aurait une note inférieure à 1 étoile serait déréférencée des stores applicatifs. Plus d'applications, plus de devoirs. Et que croyez-vous donc qu'il se passa? Eh bien, pour la seule journée du 11 février 2020, DingTalk a reçu plus de 15 000 évaluations à 1 étoile. Encore plus exquis. À partir du 17 février, une fois le mouvement un peu connu, les notations 5 étoiles ont afflué pour équilibrer un peu les choses. Et a priori, ce fut un phénomène porté par des utilisateurs plus âgés, bien décidés à expliquer la vie à ces petits pip. Si vous voulez savoir ce qu'il advint de DingTalk, eh bien, on est en Chine, c'est l'application choisie par les autorités, elle est donc restée sur tous les stores. Après cette belle démonstration que les enfants sont formidables, comme dirait Jacques Martin, nous allons nous plonger aujourd'hui dans un secteur au cœur de toutes les attentions en Asie et dans le monde, l'éducation. Plus exactement, je vais vous parler des nouvelles technologies dans l'éducation, on va parler d'EdTech. Précisons immédiatement que c'est un secteur ultra dense et que cet épisode ne pourra sans doute pas traiter de toutes les questions. En fait, il ne fera probablement qu'effleurer le sujet. Pour autant, je vous promets que comme d'habitude, vous allez découvrir plein de choses qui pourraient bien remettre en question beaucoup de vos certitudes. Et puis, je scruterai attentivement les réseaux sociaux pour voir si cet épisode provoque un enthousiasme débordant. Des posts, des avis positifs, une manifestation, que sais-je. En fonction, je creuserai peut-être. En attendant, bienvenue dans Asie et Innovation. Alors, cher public, vous le savez, avant de rentrer dans le dur, on commence toujours par un petit rappel pour vous inciter à faire connaître ce podcast par-delà le monde. Mais pourquoi feriez-vous cela? Eh bien, parce que c'est bon pour votre visibilité sur les réseaux sociaux. Reconnaissez-le, vous avez probablement déjà commis quelques erreurs de parcours sur ces outils. Vous avez sans doute déjà liké du contenu sans grande valeur, mais issu du service de la communication de votre entreprise, parce que vous êtes sympa et corporate. Pire, vous avez peut-être même eu l'outrecuidance de double taper sur un post LinkedIn pour voir sauter un dauphin. Alors que là, si vous publiez un épisode de ce podcast sur les réseaux sociaux, en me taguant, vous multipliez les avantages. D'abord, vous avez tous les mots qui vont bien pour être hype. Asie, innovation, podcast, futur, EdTech. Ensuite, vous apportez vraiment de la valeur à votre réseau. Et enfin, vous recevrez au moins mon like. Et évidemment, toute ma gratitude. Alors, hop, on ouvre son application LinkedIn, Facebook ou Twitter et on rédige un post. On ajoute un ou deux hashtags, genre Chine, prospective ou futurologie, on me tag et voilà, votre journée est faite. Et si vous êtes toujours un peu réticent, vous pouvez toujours commenter, c'est très bien de commenter sur les réseaux sociaux, liker et repartager un de mes posts d'épisode pour bénéficier de mon exposition. Allez, fin de ma page de réclame hebdomadaire, allons expliquer le sujet du jour à ma balèze de mère. Alors maman, cette semaine, on va parler de EdTech. C'est le diminutif trop cool pour parler des sociétés qui construisent des solutions digitales pour favoriser l'apprentissage et la transmission des connaissances. Toi qui fus maîtresse, qui a utilisé une bonne partie de ta carrière d'écret, des cartes Vidal-Lablache, mais surtout les merveilleux polycopiés, tu peux te demander légitimement si tout ça n'est pas un peu de l'esbrouffe. Eh bien, comme d'habitude, ce n'est ni tout blanc ni tout noir. D'abord, il faut acter de la réalité, à savoir que les élèves du monde entier ont en permanence accès à une incroyable somme de connaissances sur Internet. Ensuite, les plateformes offrent de multiples possibilités d'apprentissage et des outils pour ancrer les connaissances, comme dirait l'autre. Autrement dit, des exercices pour faire répéter à l'infini.
Enfin, il y a plusieurs initiatives très intéressantes qui changent la façon d'enseigner et que je m'en vais te raconter par le menu. Voilà, ma maman est briefée, comme on dit en bon franco-parisien. Plongeons-nous dans le monde merveilleux de la EdTech en Asie. Pour débuter dans mon infinie bonté, je vais vous dresser rapidement les enjeux financiers du secteur. Alors autant vous préparer une avalanche de chiffres de nature à vous rendre perplexe. D'abord, le nombre d'élèves. On peut dire qu'en Chine, il y a autour de 250 millions de personnes qui reçoivent une éducation primaire, secondaire et supérieure. En Inde, on parlerait plutôt de 290 millions d'élèves. Et en Asie du Sud-Est, on serait plutôt autour de 150 millions. En gros, pour l'Asie, au total, on doit parler de 700 millions d'élèves et 100 millions d'étudiants. En France, c'est 12 millions d'élèves et 2,5 millions d'étudiants. En Europe, ce sont 40 millions d'élèves en 2017 et 19 millions d'étudiants. Comme vous le constatez, c'est un secteur de gros volume. Ensuite, un bref aperçu du classement PISA. Alors, pour ceux qui l'ignorent, le Programme international pour le suivi des acquis des élèves, PISA, est une évaluation créée par l'OCDE. Elle vise à tester les compétences des élèves de 15 ans en lecture, sciences et mathématiques. Cette évaluation se déroule tous les 3 ans. En gros, on compare donc les élèves pour savoir quels sont les meilleurs pays en matière de système éducatif. Alors PISA a plein de lacunes, et il est probable que si vous lancez ce sujet, un prof vous expliquera goguenard à quel point c'est stupide et combien notre système est supérieur. Je ne vais pas rentrer dans ce débat que je ne maîtrise absolument pas, mais je citerai juste un chiffre. En 2019, 86% des 18-24 ans pensent que le nucléaire contribue largement au changement climatique, alors que c'est de très loin une des énergies les moins émettrices de CO2. Et le PISA mesure les connaissances scientifiques. Toujours est-il que le premier du classement PISA est la Chine. La Corée du Sud est 6e, le Japon 12e, Taïwan 14e, la Malaisie 53e, la Thaïlande 63e. La France, elle, se classe 20e. En synthèse, ce que l'on peut dire, c'est que les systèmes éducatifs asiatiques sont hétérogènes, mais parfois très efficaces. Pour finir cette contextualisation, on va parler d'argent. 342 milliards de dollars en 2025. C'est la prévision du marché global de l'EdTech. Autant vous dire que de nombreux yeux sont remplis de dollars dès que l'on prononce ce mot. Du coup, niveau investissement, ça y va. Et en particulier en Chine, qui représente 55% des investissements mondiaux, soit 4,5 milliards de dollars. L'Europe concentre à peine 10% des investissements du secteur, 780 millions de dollars, dont 246 millions pour la France. Ajoutons que le gouvernement chinois avait prévu d'investir plus de 30 milliards de dollars dans l'EdTech en 2020. Bien, à ce stade doit poindre un léger mal de crâne, mais également la fierté d'avoir survécu à ce tsunami de millions. Ok, tout ça c'est bien gentil, mais ça sert à quoi concrètement? Eh bien, la réponse tout de suite et même pas après la pub. À votre avis, quelle est la matière qui tire le marché mondial de la EdTech? Contrairement à ce que l'on pourrait croire, ce ne sont pas les mathématiques, ce n'est pas la sociologie, ce n'est même pas l'astrologie, mais c'est bien l'anglais. Parce que mon tailleur, il est peut-être riche, mais que moi, le commun des mortels, je parle anglais comme une vache espagnole. Spéciale dédicace à Jim Courier. En Chine, selon une étude réalisée par The Telegraph en 2017, environ 10 millions de Chinois, moins de 1% de la population du pays, sont capables de tenir une conversation en anglais. Et pourtant, l'enseignement de l'anglais est l'une des matières principales du secondaire chinois. Il y a 2 gros concurrents sur ce segment, VIP Kids et Dada ABC. Dada a été créé en avril 2013 pour démocratiser l'apprentissage de l'anglais en ligne des jeunes Chinois âgés de 4 à 16 ans. Concrètement, la plateforme connecte des étudiants aux professeurs d'anglais pour leur permettre d'apprendre la langue par le biais de scénarios interactifs et immersifs. Ces professeurs sont sélectionnés par l'équipe de Dada qui revendique un taux d'acceptation de 3% parmi les candidatures reçues. Dada, ce sont 100 000 étudiants et 10 000 professeurs. Outre l'enseignement en ligne, Dada a également noué des partenariats avec des structures éducatives de renom dans le monde entier comme National Geographic Learning, Pearson Education ou Oxford University Press, afin de proposer leur programme d'apprentissage aux utilisateurs de la plateforme. C'est le concept merveilleux du online to offline. Également lancé en 2013, VIP Kids fait la même chose. L'entreprise jumelle des tuteurs d'anglais des États-Unis ou du Canada avec des étudiants chinois pour des cours particuliers d'anglais destinés aux enfants de 4 à 15 ans. Actuellement, VIP Kids affirme avoir plus de 700 000 étudiants payants et plus de 80 000 enseignants inscrits en Amérique du Nord sur la plateforme. Ok, mais où est la technologie là-dedans?
Alors d'abord, les plateformes numériques capables de prendre en charge un tel volume de classes virtuelles simultanées, ça a peut-être l'air de rien, mais c'est assez costaud. En fait, comme diraient les ingés, c'est loin, loin d'être trivial. Parce que l'on parle de streaming sur les réseaux internationaux et nécessitant une faible latence. D'ailleurs, c'est l'un des arguments de Dada vis-à-vis de ses profs, puisqu'ils promettent une assistance technique immédiate en cas de besoin. Plus fun, l'analyse des données. Premier niveau, l'analyse du langage naturel. Au risque de vous décevoir, manifestement les parents posent tous les mêmes questions, mais ils les posent avec leurs mots à eux. Or, répondre aux parents, cela coûte du temps et du personnel. La logique ici, c'est que l'IA comprenne ce que disent les parents et leur réponde sans intervention humaine. En gros, c'est le monde merveilleux du bot. Plus sympa. Enfin sympa, on n'est pas aux grosses têtes non plus. VIP Kid enregistre toutes ses sessions en ligne entre étudiants et enseignants. Et ils ont donc analysé 10 millions de minutes de vidéo en examinant spécifiquement les réactions faciales des étudiants aux documents qu'ils apprennent. VIP Kid a développé une technologie pour analyser les mouvements des yeux des élèves afin d'évaluer leur engagement. Si vous voulez vous la raconter, techniquement c'est un réseau de neurones. L'objectif ? Enrichir l'algorithme qui permet de jumeler au mieux étudiants et professeurs en fonction des méthodes d'apprentissage qui fonctionnent le mieux pour l'élève. Par ailleurs, l'assistant d'enseignement de l'IA de VIP Kids permet de personnaliser les cours et même les devoirs pour chaque élève. Citons aussi Chatterbox, un produit d'intelligence artificielle qui écoute la prononciation des élèves, les note et les corrige. Et posons-nous la vraie question qui taraude ces sociétés comme Uber et ses chauffeurs, pourrait-on se passer des profs ? Eh bien, c'est manifestement ce que vise VIP Kids, qui pense que dans un avenir proche, elle pourra créer un enseignant en IA pur. Même en Asie, cette annonce fait pousser des cris d'orfraie. Comment peut-on imaginer confier l'éducation de nos enfants à des machines ? Comment cela affecterait-il psychologiquement la croissance de nos jeunes esprits ? Non, vraiment, un être humain c'est mieux. Parce que par exemple, il saura expliquer facilement à mon enfant l'origine de l'expression « pousser des cris d'orfraie ». J'ai une pensée émue pour tous les enseignants qui auront le courage de reconnaître qu'ils ont été obligés de consulter Google. Mais l'avantage, c'est que si ça marche, VIP Kids pourra proposer une offre low cost qui aidera à éduquer les enfants pauvres. Et d'ailleurs, VIP Kids est loin d'être la seule start-up qui s'intéresse au sujet. Citons ici Re-Eid, une EdTech basée en Corée du Sud qui tente de devenir une alternative à la scolarité traditionnelle. Oui, on est modeste en Corée du Sud. Ses créateurs visent à ce qu'elle remplace tous les manuels et professeurs. On n'en est pas encore à faire une minute de silence pour l'éducation nationale, mais attention. Voilà pour l'enseignement à distance traditionnel entre guillemets. Passons à la start-up MakeBlock. Le principe est de vendre des kits robotiques à monter soi-même. En les assemblant, les élèves apprennent le code, l'ingénierie et d'autres technologies de base. MakeBlock propose également des drones et des imprimantes 3D dans son offre. Par ailleurs, elle a organisé des concours de robotique. C'est une réussite chinoise mais aussi internationale, puisqu'alors qu'elle n'a été créée qu'en 2013, elle compte déjà des clients dans 140 pays avec plus de 10 millions d'utilisateurs dans 20 000 écoles dans le monde. Grosso modo, 70% de ces ventes sont réalisées à l'international. Il est très intéressant de noter que MakeBlock est multiprimé dans le monde, en particulier par des certifications d'excellence pédagogique. Par exemple, Éducation Alliance Finlande. Cela confirme une fois de plus que l'Asie a quitté cette place de copieur pour devenir le continent le plus créatif. D'ailleurs, MakeBlock est considéré comme le leader mondial de l'approche éducative STEAM, pour Science, Technology, Engineering, Art and Math. Nouvelle tendance très à la mode et dont l'objectif principal est de donner le goût des sciences et des technos. La logique est de fournir des exercices transversaux dans le cadre d'ateliers pratiques. Autre compétiteur très intéressant sur ce segment, Tori, T-O-R-I. Alors franchement, je vous conseille d'aller voir le site car c'est plus parlant, mais je vais essayer de vous le raconter. Grosso modo, ils ont créé une sorte de pad géant, un board. Ça rappelle un peu les planches numériques des graphistes. Ils vous vendent également des jeux qui sont reconnus lorsqu'ils sont posés sur cette board et permettent une interaction entre le jouet et un monde virtuel. Lorsque l'enfant fait bouger sa voiture, une représentation virtuelle de cette dernière évolue dans le jeu. Et Tori est une filiale du japonais Bandai. Ça rappelle de bons souvenirs à certains, mais aussi d'une start-up française, Cocorico, ISKN. L'enfant peut aussi personnaliser le décor des jeux vidéo grâce à des coloriages, des dessins, des autocollants bien réels qui seront ensuite scannés pour être intégrés aux aventures.
Les jeux proposés par Tori ont récolté 4 CES Innovation Awards. Je dirais bien qu'il s'agit de Tori Awards. Ces jeux permettent de travailler la créativité, la résolution de problèmes, les fonctions exécutives et la coordination motrice. Autre style, parlons maintenant de Topica, qui est une société vietnamienne. Déjà, c'est une information en tant que telle, les EdTech ne sont pas que chinoises, mais bien asiatiques. D'autant plus que Topica a des ambitions régionales, puisqu'elle compte aujourd'hui des bureaux en Thaïlande, en Indonésie, à Singapour et aux Philippines. La start-up compte 1500 employés, propose 3000 cours online et a levé récemment 50 millions de dollars US. Son business repose évidemment sur des tutorats en anglais, mais aussi sur une licence online. Elle est faite en partenariat avec 16 universités, donc des établissements de premier plan aux États-Unis, aux Philippines et au Vietnam. On parle ici de plus de 6000 élèves, et comme on est en Asie, il y a des chiffres frappants pour le marketing. 97% des anciens élèves ont un emploi. 34% ont trouvé un meilleur emploi. Les salaires ont augmenté de 16,1%, soit 1,5 fois le salaire moyen national. Des centaines d'entre eux sont devenus fondateurs, PDG, managers. Je n'ai évidemment absolument pas vérifié ces chiffres, attitude désinvolte qui devrait me permettre de postuler dans bien des shows télévisés français de l'Access Prime Time. Et les technologies alors, me direz-vous? Eh bien, comme c'est difficile de trouver autre chose que de l'information promotionnelle, je pense qu'il y a eu des tentatives, mais que globalement, Topica est resté sur des sujets très classiques. Mais peut-être que cela évoluera avec le temps, puisque la société a quand même été très pro-technologie. Par exemple, elle a déjà fait un test de Google Glass en 2014. L'idée était que dans un groupe d'étudiants, en anglais, l'un d'entre eux se voyait confier des Google Glass. Et que, du coup, tous les autres étudiants du cours pouvaient suivre en direct ces activités dans lesquelles ils devaient mettre en pratique son anglais. Dernière start-up pour finir, Aruka Edu. C'est une EdTech indonésienne qui propose des cours en ligne, mais surtout des dispositifs de e-learning pour les sociétés et les universités. Alors pourquoi je vous en parle? Parce qu'ils ont aussi une offre grand public qui s'appelle Pintaria. Cette offre est liée avec un programme gouvernemental qui s'appelle Carte Premier Emploi. Ce programme doit aider à réduire les coûts de formation supportés par les travailleurs et les entreprises, réduire le coût de la recherche d'informations sur les formations et favoriser le travail en réduisant l'inadéquation. Cette structure était également connue car elle proposait un programme conçu pour amener l'étudiant à découvrir sa passion et son but dans la vie grâce à une combinaison de rencontres en ligne et hors ligne. La logique d'orientation, c'est aussi le positionnement de Sialfo de Singapour. Sa mission est de construire le lien entre étudiants et le futur. Modeste à Singapour aussi. Concrètement, Sialfo propose des équipements pour permettre aux écoles de discuter avec leurs futurs étudiants. Sialfo aide les étudiants dans le processus de candidature aux universités à l'étranger et les suit tout au long de leurs études universitaires afin de s'assurer des résultats les plus favorables. Dans un monde d'intelligence et d'excellence, il est logique que les meilleures écoles souhaitent pouvoir accueillir les meilleurs potentiels. Voilà pour cette première vision de l'EdTech, voyons ce qu'il faut en retenir pour vos projets. D'abord, une constante. Toutes les grosses EdTech ont une vision essentiellement utilitariste, entre guillemets, de l'enseignement. L'anglais symbolise bien ce sujet, mais globalement, ce qui est important pour les acheteurs, c'est d'avoir du concret, un diplôme, un examen. L'éducation est un investissement. Ce n'est pas forcément une vision européenne. Mais vos projets doivent en tenir compte. Ensuite, la langue me semble être la seule barrière à l'entrée des marchés européens pour ces entités. Leur infrastructure technologique existe et dès lors que vous pouvez constituer des bases de données d'exercices cohérents avec les examens locaux, vous pouvez opérer. Et si vous pensez que les élèves préféreront des enseignements français ou européens, dites-vous qu'il existe déjà des cours d'anglais réalisés par des Indiens pour les Européens via des visios. La nationalité des enseignants n'a qu'une faible valeur. Leur formation initiale, par contre, semble fondamentale. Voilà, c'est presque fini puisqu'il reste l'info en plus à la toute fin de l'épisode. Si vous aimez ce contenu, voire si vous appréciez mes blagounettes, n'hésitez pas à faire la promotion de ce podcast. Comment me direz-vous? Eh bien, si vous êtes propriétaire d'un iPhone ou d'un Mac, vous utilisez avec bonheur et joie iTunes. Dans ce merveilleux logiciel, vous pouvez mettre une note. Donc, vous vous rendez sur le podcast, vous sélectionnez 5 étoiles et vous écrivez une petite bafouille. Pourquoi? Eh bien, parce que cela donne de la visibilité. Sinon, eh bien, vous pouvez en parler autour de vous lors des fêtes de fin d'année. Le bouche à oreille fonctionne plutôt pas mal. Et puis, si vous voulez me faire un commentaire, une remarque ou apporter une précision, vous pouvez m'écrire sur le mail
frédéric.aipodcast@gmail.com ou bien me faire signe sur les réseaux sociaux. Quoi qu'il en soit, merci d'écouter ce podcast, vous êtes de plus en plus nombreux et c'est bien sympathique pour moi. Alors l'info en plus. Pour vous donner un ordre d'idée sur le marché de l'EdTech en Chine, Yuan Fu Dao, une start-up d'EdTech, a levé dernièrement 1 milliard de dollars. Yuan Fu Dao a récolté cette année seulement 3,2 milliards de dollars. Elle est évaluée à 15,5 milliards. Yuan Fu Dao a été fondée en 2012. Voilà, cette fois c'est fini. À très bientôt.